Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce premier C positif de l'année 2022. Et comme il se doit, ce premier C positif se déroule ici à Loire-Atlantique Développement parce que nous avons créé ensemble ce dispositif et je suis ravi ce matin de donner la parole à Olivier Bessin qui est avec nous, directeur général de Loire-Atlantique Développement. Merci Pierre-Yves, bonjour. Un certain nombre d'entre vous connaissent Loire-Atlantique Développement, juste pour rappeler quand même que c'est un assemblage un peu particulier, puisque c'est une holding, une agence d'ingénierie publique qui est composée du CAUE, dont Jean-Marc Foucault ici est le représentant, d'une société d'économie mixte qui est présidée par le représentant de l'actionnaire majoritaire qui est le département, qui est Michel Ménard, pour la SEM historique, la CELA, et une société publique locale composée d'un certain nombre d'acteurs publics de la région, le département, le président est Michel Ménard, et 17 intercommunalités et plus de 120 communes. Et c'est un mouvement, tu évoquais le partenariat entre Novabuild et LAD, c'est un mouvement historique depuis 2 ans que de s'ouvrir vers les communes pour répondre à des besoins de proximité et de réponses concrètes à des sujets qui concernent la vie quotidienne des habitants de Loire-Atlantique. Donc on est effectivement engagé, nous, dans une démarche stratégique, une ambition, celle d'être l'agence des transitions pour accompagner dans tous les territoires. On évoquait Soulvache en aparté tout à l'heure. Soulvache, une commune au nord de Châteaubriand, l'une des plus petites communes de Loire-Atlantique, qui vote Marine Le Pen à 60% et qui a des sujets majeurs de vie et de proximité, et notamment d'accueil ou pas de nouveaux habitants. Donc on est aussi, nous, amenés à aller partout sur le territoire de la Loire-Atlantique, partager ces enjeux de transition écologique, énergétique, et de pouvoir acculturer, de sensibiliser. C'est la fonction première du CAUE, d'apporter cette expertise. La fonction de la SEM, vous la connaissez, vous connaissez le célèbre Hugues Delplanque, qui, ici présent, assure une lisibilité aux enjeux d'aménagement durable depuis quelques années. Et donc c'est un vrai plaisir que Jean-Pascal me disait, ça fait 40 projets qui ont été présentés dans 12 C positifs. C'est ça. Une vingtaine ici, 40. Donc, en tout cas, c'est notre mission de sensibiliser, d'informer, d'acculturer, de partager de l'expertise, partager de l'expérience, d'apprendre les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle on a cette fonction ici dans ce hall, au-delà des cubis de café en carton, d'accueillir des événements. Et donc, c'est ouvert à tous ceux qui veulent organiser ici des événements. C'est un espace qui peut accueillir entre 150 et 200 personnes. On y accueille des rendez-vous comme les rendez-vous autour du prix aperçu. Je vous invite à le prendre d'ailleurs, il est à l'entrée, qui est l'édition 2021. On y accueille des événements autour du tourisme. Prochainement, un atelier dédié à la réflexion pour le tourisme de demain. Donc bref, cette agence, elle est engagée sur un certain nombre de sujets, tout aussi importants les uns que les autres, et je crois que parmi les exemples de ce matin, il y en a un sur Maisonneuve, à Guérande, et c'est un enjeu majeur. Guillaume vous en parlera beaucoup mieux que moi, je vais éviter de dire des âneries comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, faites savoir qu'à Loire-Atlantique Développement, on peut accueillir des événements, utiliser cet espace comme un lieu de promotion aussi de vos activités. On y accueille, et c'est gratuit. Pardon, j'ai obligé de le dire. Ça compte. Ça compte dans l'organisation. Donc voilà, c'est vraiment important. Et puis voilà, donc on va écouter les différents experts. En tout cas, merci Pierre-Yves de toujours nous faire l'honneur de partager des expertises. Et on accueille ici quelques personnes qui vont découvrir. Je pense à Jean-Charles Dallet qui vient de rejoindre l'agence sur les enjeux de la transition énergétique, et on essaye là aussi de s'acculturer à d'autres parcours professionnels. Voilà, donc bon exercice. C'est ça, c'est le mot. Merci à toi. Merci beaucoup Olivier. Non, j'ai rien fait ni rien dit. Donc je me présente Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, un des 3 partenaires de cet exercice, comme le disait Olivier à l'instant. Novabuild, qui est donc le regroupement des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire.
l'Alliance HQE qui nous offre son référentiel et qui est aussi un peu la contrainte du jour. C'est une revue de projet aujourd'hui, donc on examine des projets en fonction d'un référentiel, c'est le référentiel de l'Alliance HQE, et puis l'Union régionale des CAUE, et donc effectivement on a ici non seulement un partenariat avec l'Euratlantique Développement, mais avec le CAUE 44 et aussi avec l'ensemble des autres CAUE. Le mois prochain, nous serons en Mayenne, et donc nous sommes présents. Le C positif est une revue de projet qu'on va retrouver dans chacun des départements tout au long de l'année. L'objectif, comme le disait Olivier à l'instant, c'est de travailler ensemble, d'apprendre ensemble, de faire des retours d'expérience ensemble, de décortiquer, de comprendre, et donc d'où le temps d'échange. Vous allez voir tout à l'heure dans la présentation d'un projet, on le présente en 20 minutes, on pense qu'en 20 minutes on a une bonne vision de compréhension du projet, et puis ensuite on va essayer d'avoir une quarantaine de minutes d'échange. Quels sont les projets qui peuvent... Alors Olivier lançait un appel à venir utiliser cet espace, et moi je vous lance un appel à nous déposer, à nous présenter, à nous solliciter pour que des projets puissent être présentés en C positif. Ça peut être des bâtiments, des infrastructures ou des aménagements, et à quelque moment que ce soit, vous pouvez dès la programmation venir nous proposer un projet. Ça peut être intéressant de débattre avec l'expertise des adhérents de Novabuild et l'expertise des professionnels, mais évidemment c'est aussi intéressant en exploitation parce qu'on peut avoir des retours d'expérience sur la façon dont l'ouvrage a vécu. Donc cette revue de projet elle se déroule en 2 temps, 20 minutes puis 40 minutes. Nous aurons une pause à la fin du premier projet. On préfère, nous, mettre la pause au milieu et pas à la fin, pour que vous soyez tous, qu'il y ait un petit moment en fait, de networking, de mise en réseau. Donc on a une pause d'une demi-heure entre les 2 projets, et il y aura un communiqué de presse dans la foulée qui sera envoyé. Tous les projets font l'objet d'une communication, non seulement un communiqué de presse, mais aussi un article sur le site de Novabuild. Donc c'est aussi une façon de valoriser les gens qui ont fait un petit effort, parce que je crois que c'est un petit effort de remplir la grille qui est suivant le cadre de référence de HQE. Alors aujourd'hui, le thème qu'on a choisi, on a fait 2 choix avec l'équipe des experts, avec l'Euratlantique Développement. Et un premier qui est un peu... on a presque envie de s'excuser, mais en fait, il n'y a pas lieu de s'excuser. On porte, avec l'Euratlantique Développement, depuis maintenant 3 ans, c'est positif, et on a servi tout le monde. Et puis à un moment, on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas présenter des projets qui ont été portés par un aménageur important sur le territoire de l'Euratlantique, qui est l'Euratlantique Développement. Donc on s'excuse un petit peu, parce que ça fait un peu... mais enfin, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, cette fois-ci, on le fait, mais avec toute la rigueur. Vous allez voir les experts qui sont ici, ils ne seront pas moins... pas plus... laxistes que d'habitude, ils seront tout aussi rigoureux, donc le travail ne change pas, mais il fallait quand même qu'on vous dise ce petit mot-là. Puis le deuxième choix qu'on a fait, qui me semble très intéressant, et vraisemblablement on fera la même chose en Maine-et-Loire au cours de l'année, de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut encore construire des maisons individuelles avec les stratégies bas carbone, les stratégies de préservation de la biodiversité, des stratégies de préservation des ressources. Est-ce qu'on peut encore construire des maisons individuelles en France? C'est un peu la question qu'on va se poser ce matin. Et plutôt que de répondre oui ou non, on va se dire comment on peut faire pour faire des maisons individuelles vertueuses. Et je crois qu'on a quelques exemples intéressants dans la matinée, avec d'un côté Maisonneuve de Guérande qu'on abordera donc à partir de 10h30, et puis là, 11h, excusez-moi, à partir de 11h. Et on va commencer tout de suite avec Carquefou, qui est un aménagement phare à la fois pour l'Euratlantique Développement, mais je pense à l'échelle nationale. On l'a déjà abordé pour le collectif, et là donc aujourd'hui on va regarder l'aspect maison individuelle. Et je vais tout de suite appeler Flora Loret, responsable d'opération de l'Euratlantique Développement, qui présentera plus ou moins avec le soutien de Sébastien Doss, architecte urbaniste, qui est avec nous ce matin, mais je pense que vous interviendrez dans un deuxième temps, c'est ça? À vous la parole. Alors vous avez un micro, il paraît qu'il ne faut pas qu'on s'échange les micros, parce que après il y a plein de maladies et tout ça. Merde, on l'a fait. Ah oui, on l'a fait tous les deux. Vous m'entendez? Ça marche pas?
Donc Flora Loret, je suis responsable d'opération pour Loire-Atlantique Développement. Je vous remercie Pierre-Yves de mettre à l'honneur l'agence ce matin, mais je ne suis pas toute seule à présenter le projet, puisque j'ai avec moi ce matin la chance d'avoir une équipe de choc avec Sébastien Dose qui représente l'agence POM, donc architecte urbaniste de la ZAC, et puis si elle le souhaite et si vous échanger pendant la partie débat, Marie-Hélène Lecadre qui est représentante de Nantes Métropole, concédante de l'opération. Carquefou, la ZAC de la Fleuriet, on a souvent dit que c'était un écoquartier. C'est faux. C'est pas un écoquartier. C'est une opération qui est en pure extension urbaine, qui est très mal desservie par les transports en commun et qui n'offre pas de services de proximité ni de commerce. Ça commence bien. On a souvent dit que la ZAC de la Fleuriet, c'était une opération à impact neutre sur l'environnement. Là aussi, c'est faux. Je vous laisse imaginer un tractopelle qui creuse à 3 mètres de profondeur pour enterrer un réseau d'assainissement. On imagine mal qu'il impacte peu l'environnement. Mais pour autant, il me semble que cette opération, par les ambitions qu'elle porte, depuis 2011, les ambitions qui sont portées à la fois par la ville de Carquefou, la métropole et nous, Loire-Atlantique Développement, il me semble que cette opération, elle a quelque chose d'exemplaire en matière de transition écologique. Et qu'elle est, en tout cas pour cette matinée, qu'elle peut apporter une réponse à la question, à la problématique qui est soulevée, c'est comment rendre la maison individuelle vertueuse. Donc c'est pour ça que, en tout cas, j'ai à cœur de remplir ce défi ce matin, vous montrer cette opération, même si elle a des défauts, des faiblesses, elle présente en tout cas sur la partie maison individuelle vertueuse des réponses très intéressantes. Alors, comment ça fonctionne ça? Je clique là, et c'est pas ça. Ah pardon, j'ai fait un truc plus compliqué alors que c'est la flèche. Il suffit d'appuyer sur la flèche. Alors, pour cela, je vous emmène à Carquefou. Carquefou, hop là. Oh là là, je suis allé. Une fois seulement. Une fois, voilà. Carquefou, donc vous connaissez, on est en première couronne de Nantes, une commune d'à peu près 19 000 habitants, très attractive, on a un centre-ville dynamique, on a un bassin d'emploi assez riche, et puis on a un cadre de vie, un environnement qui est très plaisant avec la proximité de la vallée de l'Erdre. Justement, entre la vallée de l'Erdre et le centre-ville, on a le quartier de la Fleuriet. Donc, c'est cette opération que vous voyez à l'écran, là, qui fait 37 hectares, qui est donc délimitée par le petit périmètre rouge. C'est une opération, donc je vous disais tout à l'heure, et vous le disiez à l'instant, qui est unique en France, puisque l'ambition portée par les collectivités LAD, c'était d'en faire une opération d'envergure de bâtiments tertiaires et de logements passifs à énergie positive. C'est une opération qui fait 37 hectares, à terme à peu près 600 logements et 8000 et quelques mètres carrés de bâtiments tertiaires. Et une opération, je disais, unique en France, puisque d'envergure en termes de logements passifs à énergie positive. Et tout d'abord, peut-être une première question sur cette matinée, pourquoi le passif? Pourquoi avoir choisi le passif? Alors, nous, on a été convaincus des forts atouts de ce mode de construction, et on a essayé d'embarquer avec nous des partenaires professionnels, des élus, dans cette même voie. Pourquoi le passif? Pour deux principales raisons. Première raison, pour le confort. Le confort des usagers. L'habitant, d'une part, et puis le salarié qui vient travailler dans les bâtiments tertiaires. Le confort, si vous connaissez la construction passive, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui est confortable. Un bâtiment dans lequel on a un bon confort thermique, été comme hiver, un bon confort acoustique. C'est un bâtiment aussi qui est plus sain, avec une qualité d'air intérieur saine. Et puis c'est un bâtiment aussi qui est plus économe. C'est-à-dire que c'est un bâtiment pour lequel le besoin résiduel de chauffage est très faible. C'est à peu près 90% d'économie par rapport à une maison individuelle passive, c'est à peu près 90% d'économie d'énergie par rapport à une maison individuelle classique. Donc c'est ça qui nous a motivés. C'est d'abord le confort. Et deuxième raison, c'est ce qui est bon pour moi en tant qu'usager est bon pour l'environnement et inversement. Si mon logement a moins besoin de chauffage, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour moi, mon portefeuille. Et inversement. Et puis une troisième raison aussi qui fait jour ces dernières années avec les crises qu'on a pu connaître, les crises mondiales qui vont bouleverser, qui questionnent surtout notre indépendance énergétique.
on voit bien que la maison passive, elle permet de répondre à ces crises-là. Demain, nos crises s'intensifient ou évoluent. On a besoin d'être dépendant en énergie, en électricité, on a besoin de se chauffer. Là, la maison passive permet de répondre à ce type de crise. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'est orienté vers le passif. Est-ce que, Pierre-Yves et les experts, est-ce que j'explique ce que c'est la construction passive? Ou est-ce que tout le monde connaît ou... On échangera après. On échange après. Très bien. Sinon, on ne rentrera jamais dans le détail après. Alors je vais passer rapidement. Donc ce matin, l'opération elle est très grande. On est à peu près à la moitié de sa réalisation. On a sorti à peu près 300 logements, il en reste encore 300 à sortir. Ce qui va nous occuper ce matin dans la présentation, c'est surtout la première tranche de lot individuel, de maisons individuelles passives. Donc c'est la première tranche qui est tout au nord de l'opération en rouge, là, les trois îlots. Je vais m'arrêter sur ces 3 îlots seulement, parce que sinon il faudrait plus d'une matinée, je pense. L'opération, juste en termes de contexte, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est donc à l'ouest, on a la vallée de l'Erdre. À l'est, on a la Fleurier 1, qui est une opération tertiaire terminée. Au nord de cette opération, on a des terres agricoles. Et puis au sud, on a les marais de l'étang Hervé qui se connectent à la vallée de l'Erdre. Ça, c'est pour le contexte. Je passe rapidement, ça n'a pas d'importance pour ce matin, mais juste c'est une opération qui a obtenu certains prix, certaines distinctions. Mais c'est pas l'objet de notre propos ce matin. Ce qui est intéressant, ce que vous voyez à l'écran, là, à la photo à droite, ce sont tous les bâtiments collectifs qui sont sortis de terre. Eux, ils sont tous labellisés Passive House. Les maisons individuelles ne sont pas labellisées Passive House. En revanche, on demande en tout cas à nos clients, aux partenaires professionnels, d'atteindre le niveau passif, mais la labellisation n'est pas demandée. On vous expliquera, si vous voulez, par la suite pourquoi. C'est surtout en termes de coût. Et puis, les techniques constructives que l'on retrouve dans cette opération sont diverses. Vous allez voir que le passif, c'est compatible avec tout type de techniques constructives. Vous le voyez, alors peut-être pas très bien, mais sur la photo aérienne, on retrouve différents types de modes constructifs. On a de l'ossature bois, de la maçonnerie traditionnelle, du prémur en polystyrène, etc. Bon, très rapidement, un plan donc c'est le plan des 32 lots libres. Alors, ce qui est intéressant juste sur ce que je voulais vous montrer, c'est juste qu'on a une organisation en venelles. Donc on a 3 venelles. Ça fait pas pointeur, ça? Non, ça vise pas. Non. Je retentais. Donc on a 3 venelles avec une composition en forme de hameau, si vous voulez, de la maison individuelle. Et puis donc les 3 venelles se connectent par des liaisons piétonnes. Une fiche de synthèse avant de rentrer dans chaque indicateur de la démarche HQE. Les acteurs du projet, très important. On dit souvent que la Fleurier, c'est une aventure humaine, une aventure collective, et ça c'est vrai. Puisque sans la prise de risque des acteurs du projet, sans leur investissement, sans leur volonté de bien faire, notre prescription ne servirait à rien. C'est vraiment parce qu'on a à la fois des clients qui sont convaincus de l'intérêt du passif, qu'on a des partenaires professionnels qui sont convaincus également, et bien que ça marche. Donc je ne suis pas toute seule ce matin, avec moi on a une équipe de maîtrise d'œuvre qui est indispensable pour la réussite du projet, l'agence Paume, donc représentée par Sébastien Dos, on a le paysagiste de la ZAC, donc c'est l'agence Phytolab, la maîtrise d'œuvre VRD qui est donc Artelia. Ça, c'est pour l'équipe de conception de suivi des travaux de la ZAC. Et puis, côté entreprise, j'ai souhaité citer que les entreprises qui nous accompagnent en termes de construction de maisons individuelles. Donc là aussi, on a une diversité. On a à la fois des architectes, Tectolab, Stéphane Pinault. On a des constructeurs de maisons individuelles classiques, Macoré, Comeca, Naturelogie. On a des artisans, CBE, et on a même de l'autoconstruction. Donc on voit bien qu'on a une diversité d'acteurs de modes constructifs. En termes d'informations clés, je l'ai dit, 32 maisons individuelles passives. Ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'elles sont quasiment toutes sorties de terre, donc on a un bon retour d'expérience à vous faire partager ce matin. La surface de plancher moyenne de ces maisons, on est entre 100 à 120 mètres carrés, sur des terrains qui font pareil, qui font entre à peu près 400 mètres carrés de superficie. Le coût des travaux,
alors là, c'est pas évident de vous donner une information, comment dire, une information. Comme il y a différents modes de constructifs, comme il y a différents types d'acteurs, on a différents prix forcément. Là, je vous donne le coût de construction communiqué par Stéphane Pinault, qui a réalisé environ une dizaine de maisons sur la première tranche. Donc on a un binôme Stéphane Pinault architecte avec Macquarie en tant que constructeur. On a à peu près 2000 € TTC mètre carré de charge. Vous avez fait la moitié du chemin, donc il ne vous reste plus que 10 minutes. Ah oui, déjà? Ah bah ça passe vite. Si vous voulez bien passer assez Je vais passer rapidement. Et juste quand même une augmentation liée à l'augmentation des coûts des matériaux. On est à 2400 € plutôt maintenant aujourd'hui. Indicateur qualité de vie. Donc de la démarche HQE. Ce qu'on a souhaité mettre en avant ce matin, c'était surtout la qualité de l'air intérieur. C'est vrai que par la construction passive, forcément on a des bâtiments qui sont plus sains. Et ça passe notamment par le choix d'un système de ventilation qui favorise le renouvellement d'air, puisque dans chaque construction passive, on a un système de ventilation mécanique double flux. Ça passe aussi, cette qualité d'air intérieur, par un recours maximisé aux matériaux biosourcés. On n'a pas imposé les matériaux biosourcés, on a incité nos clients à les employer, et donc ça participe forcément à une bonne qualité d'air. Sur le confort, forcément, je le disais en introduction, le passif, c'est avant tout une réponse pour le confort de l'usager dans son habitation. Confort acoustique, confort hygrothermique. Et donc là, nous, en tant qu'aménageurs, on impose à travers un cahier des prescriptions des objectifs à atteindre. Et les objectifs sont ceux donc, du référentiel Passive House, calculés selon le logiciel PHPP. Alors très techniquement, c'est un besoin de chauffage inférieur à 20 kWh par mètre carré par an. C'est un niveau de perméabilité à l'air de l'enveloppe mesurée ne dépassant pas 0,6 volume d'air par heure en N50. C'est une consommation tous usages confondus de 120 kWh en énergie primaire par mètre carré par an. Et une température inférieure à 25 degrés plus de 90% de l'année. Donc ça, c'est nos prescriptions. Donc les clients doivent atteindre ces résultats-là. Et pour ce faire, on a mis en place un partenariat avec un concepteur passif, Tieco2, qui accompagne nos clients et leurs constructeurs à la fois de la conception à la réalisation. Le confort, ça se voit pas. Le confort, ça se mesure peut-être, en tout cas ça se ressent. Et la qualité de l'air, c'est pareil. Donc nous, on est allé chercher auprès de nos habitants leur ressenti. On l'a fait de deux manières. On a diffusé un questionnaire auprès de nos habitants, et puis on a aussi fait un reportage. Peut-être qu'on aura la chance de le regarder en deuxième partie si on a le temps. On a interviewé les habitants pour avoir eh bien, leur ressenti à l'intérieur de leur logement. Puisque si on promeut le passif, c'est avant tout pour l'habitant, donc autant que leur retour soit positif. On les a interrogés donc sur un item très intéressant pour nous, la qualité de vie au sein de leur logement, et on a également mis en place un partenariat avec 3 propriétaires pour récupérer leur facture énergétique sur 1 an. Pour vraiment pouvoir mesurer eh bien, le faible besoin résiduel de chauffage. Sur la qualité de vie au sein du logement, quelques réponses intéressantes, mais je vais passer vite, je vous invite à lire les réponses. Donc nos habitants mettent en avant le confort thermique, le confort intérieur, et puis une petite phrase que je vais à cœur de mettre en exergue ce matin, un habitant qui nous dit, en parlant de sa maison passive, « J'apprends encore à la découvrir, mais la sensation de bien-être domine largement. » Bien-être, confort, c'est exactement l'objectif du passif. Je vais passer rapidement, mais effectivement, le confort, c'est aussi le confort visuel. Donc ça, c'est tout le travail de l'architecte urbaniste de la ZAC, de travailler les lots de manière à avoir ces organisations en venelles, de petits hameaux, des traversées piétonnes. On a conservé les bocagères, on a paysagé les lots exactement pour retrouver un environnement très agréable. Qualité de vie, l'opération a des faiblesses, mais elle a aussi des avantages en termes de proximité des équipements de loisirs et culturels. Donc on a un centre équestre, une base nautique au sein de l'opération. Je passe, c'est pas le plus important. Respect de l'environnement, dans l'utilisation des ressources
Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas souhaité imposer les matériaux biosourcés. Ça, c'est mon collègue Guillaume qui vous en parlera après. On est resté sur le passif, mais ce qu'on a constaté sur, en tout cas, un échantillon des 24 premières maisons qui sont sorties de terre, on a constaté que 60% d'entre elles avaient employé des matériaux biosourcés. Donc soit en structure, soit en bardage ou en isolation. Donc on avait 60% des 24 premières maisons emploient des matériaux biosourcés, on a retrouvé du bois, de la laine de bois, de la ouate de cellulose. Donc pour nous c'était un message très positif, c'est-à-dire que notre message a été entendu aussi par nos clients, et on voit bien que le biosourcé est très compatible avec le passif. Toujours dans la thématique respect de l'environnement, avec les items énergie et changement climatique, un deuxième pilier fort de l'opération, c'est que chaque maison individuelle est équipée d'une centrale photovoltaïque en toiture. Cette centrale, son objectif, c'est un taux de couverture en énergie renouvelable de 100% sur une assiette des consommations, tous usages confondus. Donc ça, c'est très important. Et là encore, j'espère avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la présentation, on a mis en place un partenariat avec un ensemblier, avec un fournisseur d'équipements solaires, Libre Énergie, pour justement accompagner nos clients. Bon, ça, je vais passer. Je passe. Autre item intéressant, les déchets. Il faut quand même en parler. Là, ici aussi, on a mis en place un partenariat avec Géode Environnement et Tree & Collect pour donc imposer le recyclage des déchets de chantier à la source. Donc imposé par un système de collecte par bac, le recyclage des déchets de chantier, pour avoir vraiment, si possible, une approche vertueuse en phase conception, en phase construction. Sur la partie biodiversité, je vous présentais en introduction le contexte de l'opération. Très important à avoir en tête, puisque nous avons, pour dessiner le plan de composition de l'opération, conservé les haies bocagères qui sont supports de biodiversité dans l'opération. On a aussi donc accompagné ces haies de corridors écologiques, et donc c'est ce qui participe à la fois à l'environnement qualitatif de la ZAC, mais aussi à préserver la faune et la flore présente sur l'opération. Sur la partie performance économique, un des sujets qui revient souvent, c'est que la maison passive, ça coûte cher. Effectivement, une maison passive, on considère qu'elle peut être jusqu'à 20% plus onéreuse qu'une maison traditionnelle classique. Mais on va dire que le coût au démarrage d'investissement, l'habitant, il va se voir récompensé de son investissement ensuite en phase d'exploitation. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, une maison passive, c'est un faible besoin de chauffage. Donc c'est vraiment ça l'objectif de la maison passive, c'est optimiser le rapport entre coût d'investissement et coût de fonctionnement. Et en plus, on a couplé la construction passive à l'équipement photovoltaïque. Et donc on a une autoconsommation de la production d'énergie photovoltaïque par l'habitant et une revente du surplus. Donc voilà, double avantage. 3 minutes. Je vais aller à l'essentiel alors, s'il me reste que 3 minutes. La réussite du projet de la Fleuriet, elle repose surtout, comme j'ai dit, sur le fait que les acteurs qui nous accompagnent sont convaincus, et surtout parce qu'on a su s'entourer des partenaires qui étaient, en tout cas, qui nous semblaient être les plus pertinents pour ce projet. Donc on a Tieco2 qui nous accompagne sur la partie conception-réalisation. On a aussi en interne le pôle énergie et trajectoire bas carbone qui émet un visa sur tous les projets déposés pour s'assurer qu'on a bien la bonne capacité photovoltaïque déployée. Et puis on a également donc tous les professionnels que l'on reçoit, tous les constructeurs passent aussi une formation avec le concepteur passif. Donc vous retrouvez dans le support le détail des prestations qui sont confiées à nos partenaires, Tieco2, Libre Énergie sur la partie photovoltaïque. Aussi très important pour nous dans cette opération, l'idée c'était d'embarquer les gens. Donc de mettre en place une logique incitative et pas que punitive. Incitative, enfin punitive, on a mis en place des prescriptions, voilà. Donc forcément il faut atteindre ces résultats, sinon ça se passe pas bien.
Mais pour éviter que ça se passe mal, on a mis en place une logique incitative. Comment? On a mis en place un bonus financier, c'est-à-dire que si l'habitant, avec son professionnel, réalise cette maison conformément à nos attentes, conformément à ses attentes, parce que finalement l'habitant, s'il arrive ici, c'est qu'il est convaincu du passif, eh bien on lui verse en fin de chantier un bonus financier. Et puis aussi, ça peut paraître anecdotique pour vous, je l'ai dit tout à l'heure, la Floria est mal desservie en transport en commun. Donc nous, notre réponse en tant qu'aménageur, c'était de dire, à ce moment-là, si les résultats sont atteints, on offre aussi un vélo électrique aux habitants du quartier. Donc vraiment, l'idée, c'est d'embarquer tout le monde. Encore une fois aussi, le questionnaire, je vous ai présenté tout à l'heure, il a pour intérêt, pour nous, de nous permettre de nous améliorer en permanence et d'évaluer notre travail. Donc d'évaluer l'accompagnement par les partenaires, d'évaluer l'accompagnement des partenaires par nos habitants. Donc là, c'est par exemple un extrait du questionnaire. On a demandé aux habitants comment évaluez-vous le niveau d'accompagnement du concepteur passif TIECO 2 tout au long de votre chantier. Ce qui ressort le plus, c'est la barrette rouge qui correspond à satisfaisant. Donc, ils étaient plutôt satisfaits de l'accompagnement. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher auprès de nos clients leur niveau de satisfaction et puis de corriger éventuellement le partenariat avec TIECO 2 ou Libre Énergie ou autres dans les futures tranches de maisons individuelles que nous lançons. Et puis, si on a le temps après, la vidéo tout à l'heure. voilà, c'est que je me permets juste de finir. Encore une fois, le confort, ça ne se sent pas, et je pense qu'il faut écouter la vidéo si possible pour avoir le témoignage des habitants. On l'aura. Vous voulez bien remercier Flora Laurent. Donc on va démarrer notre moment d'échange. Alors je ne sais pas lequel de nos trois experts. Alors j'ai pas détaillé tout à l'heure. L'avantage d'avoir trois experts, le mot est peut-être un peu fort, mais de trois personnes qui ont pris du temps pour étudier le dossier. Vous avez une présentation de 20 minutes. Eux, ils ont un petit peu essayé de chercher la petite bête. Alors c'est un rôle pas forcément sympathique, puisqu'ils vont vous titiller sur des points qui sont peut-être évidents pour vous, mais en fait ils se font un peu votre porte-parole, et n'hésitez pas à venir renchérir la question. Donc c'est toi le premier alors? Oui, ça marche. Oui, il faut le mettre bien sur le menton. Ouais. Oui. Vous collez. Oui, effectivement, comme vient de le dire Pierre-Yves et aussi Olivier Bessin tout à l'heure, on est dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'on fait tous partie de la même maison. Moi, en tant qu'architecte salarié au CAUE de Loire-Atlantique, partenaire de la CELA, partenaire du projet, etc. Néanmoins, j'ai essayé d'avoir un regard un petit peu neutre, autant que ce soit possible et indépendant. Et alors, la question qui tue, là. Alors, voilà. Non, il n'y a pas de question. Non, comme tu l'as dit aussi, on est vraiment là pour progresser ensemble, et voilà. Je dirais que la première mission du CAUE étant le cadre de vie, je suis un tout petit peu, entre guillemets, en attente dans la présentation elle-même du avant-maintenant. Je suis un petit peu sur ma faim sur le fait qu'on n'a pas vu vraiment le site avant le projet. On est vraiment toujours... c'est important pour nous de voir comment un site comme celui-ci, de quoi vous êtes parti, le terrain. Moi, je connaissais les lieux, parce que je connais Carquefou depuis longtemps, mais il n'y a pas eu la présentation même si l'architecte et le paysagiste Phytolab et l'architecte ont travaillé sur le site, j'aurais bien aimé avoir plus d'éléments de la prise en compte du contexte existant, et notamment bocagé, végétal, même s'il y a une planche qui l'exprime. Peut-être que alors, c'est pas une question méchante, c'est vraiment, voilà. Je liste mes 3-4 questions, puis après, comment on fait? On peut commencer là. Alors, je ne sais pas si c'est l'architecte urbaniste ou vous qui voulez répondre à ça. Allez-y. Alors, juste, je vais remettre à l'écran le plan. Là, voilà. Bon. Écoutez, alors moi je suis arrivé sur le projet pas au DU en 2011, je suis arrivé un peu plus tard en 2017. Bonjour à tous. En fait, on était sur une trame bocagère de champs, tout organisé autour de l'élément central qui est la ferme des Renaudières, qui était aujourd'hui qui est une école de musique et qui est
entouré d'un beau mur en moellon de granit. Et depuis cette ferme, en fait, on avait plusieurs haies, voilà, qui filaient dans les champs, avec notamment un beau dénivelé aussi sur la partie sud, vers le marais. Et en fait, dans la composition du site, on s'est attaché d'une part à préserver toutes ces haies bocagères, à les relier entre elles, pour compléter la présentation de Flora. On a une voie de desserte principale en boucle, et en fait, cette voie est traversée à plusieurs endroits dans les continuités bocagères de caniveaux faune-flore qui permettent en fait à la petite faune de passer sous la voirie sans risquer de se faire écraser. Ça répond un peu à ton interrogation. Oui, enfin. Et puis le lien avec Flora a parlé du nord, de l'ouest, Oui. avec l'herbe et tout. Et Les liaisons, voilà. les liaisons. Rapidement. Et en fait, on a, depuis ce point haut qui est la ferme, en fait, des liaisons piétonnes, visuelles aussi, à travers des grands axes de composition qui mettent en valeur le paysage environnant. On voit le premier de ces grands axes nord-sud. On en a un deuxième qu'on va créer là, dans les années à venir, qui part vers le sud-ouest. Et on a après des axes, on va dire plus secondaires, mais qui sont accompagnés de la trame boisée existante. D'accord. Donc on accompagne voilà, l'ensemble des cheminements et des vues à travers le site. Voilà. Tu avais une deuxième interrogation? Oui, j'en ai plusieurs, mais est-ce que, voilà. J'ai l'impression que William à côté très patient. Non, Tripping. c'est pour accompagner en fait. On comprend bien que voilà, il y a une. Alors William Attalou représente l'Alliance HQE avec nous. Il y a l'envie d'avoir une réflexion sur la protection, la préservation, on va dire, de la biodiversité existante, notamment avec les haies bocagères préservées. Je suppose qu'en amont, il y a eu aussi sans doute un diagnostic écologique, un écologue sans doute qui a accompagné peut-être le projet aussi, je suppose, sur l'identification. C'est ça. Il y a tout ce travail-là en amont aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et du coup, est-ce que l'implantation et l'organisation justement des maisons et des tunnels et ainsi de suite, c'est lié notamment au rapport de l'écologue? Alors c'est vrai qu'on avait un écologue qui est Claude Figureau, je pense que vous connaissez, qui était, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais il s'occupait du jardin des plantes, c'était le jardinier. Le directeur des espaces verts de... Voilà, des plantes, et avec qui on a travaillé de nombreuses années, aussi bien avec nous Paume que Phytolab également. Et ces éléments-là de préservation des trames bocagères, de renforcement des trames bocagères, ça a été travaillé avec lui. Le caniveau faune-flore, ça a été conçu en partenariat avec lui. Je n'avais pas précisé ça. Et puis après, quand il s'agit de dessiner les parcelles et îlots constructibles, on avait cette contrainte forcément de la maison passive qui cherche les apports solaires, hein, et puis aussi avec d'autant plus par les ouvertures, mais aussi par le fait qu'on implante des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc on a eu tout un travail là, forcément d'orientation, de recherche d'orientation, de recherche de dégagement entre les bâtiments, pour qu'on ait le moins de masse que possible. Alors on s'est appuyé sur la partie sud, sur le dénivelé naturel du terrain, qui nous a aidé. En partie nord, sur les maisons individuelles, Flora a passé le plan. Je vais revenir un peu dessus parce que justement, on voit là, l'organisation en Venelle. Et vous voyez que la majorité des terrains sont orientés nord-sud. Hein. Le nord est en haut, le plan est bien orienté. On est sur des parcelles finalement qui sont assez étroites, ce qui fait que ça limite la façade sud, forcément. Mais on a quand même essayé de générer des mitoyennetés seulement sur un côté pour essayer de ramener, d'aller chercher un peu la lumière sur les côtés. L'expérience nous a montré que les parcelles nord-sud, malgré leur étroitesse, c'était ce qui se prêtait le mieux à la création des maisons passives. Sur les terrains est-ouest, on a eu beaucoup plus de mal, notamment dans l'îlot 12B, alors, on ne sait pas si on voit, mais on a une parcelle, la deuxième, alors on a des est-ouest, la volée de gauche, la deuxième en partant du bas, on ne voit pas les numéros ici, entre le 11 et le 9, le 10, voilà.
Beaucoup de problèmes sur des parcelles étroites. Et beaucoup de problèmes parce qu'en fait, ça crée des surcoûts en isolation qui augmentaient de 20%, ne serait-ce que sur cette parcelle. On a problème qui s'est beaucoup moins répercuté sur les parcelles plus larges. Alors, est-ce que tu as encore une question? Oui, une question complémentaire justement sur la liberté de planter des arbres ou pas sur les parcelles. Vous avez effectivement très bien parlé des masques solaires, etc., de la nécessité de préserver les apports solaires directs, notamment. À la lecture du document et à l'analyse, je trouve s'il y a la trame bocagère existante, préservée, etc., est-ce qu'il y a peu d'arbres et on sait le rôle de l'arbre en tant que régulateur thermique? Quelle est la liberté des habitants de planter plus tard ou pas des arbres? Liberté ou incitation? Pour accompagner leur maison, notamment avec un ombrage l'été, etc. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'aménageur qui répond là ou c'est vous? Allez-y. Alors sur les arbres, on a eu beaucoup d'arbres plantés sur l'espace public, hein, notamment sur la voie de desserte, où on a 2 rangées d'arbres de part et d'autre de la chaussée de circulation. On a aussi mis un maximum d'arbres sur les venelles. Sur les maisons en elles-mêmes, on était incitatif de planter des arbres, mais bien forcément, on explique que il vaut planter un arbre au sud de la maison pour aider à réguler le confort thermique. Ça, c'est expliqué dans nos prescriptions. Toutefois, on n'avait pas d'obligation de planter des arbres. Les gens le feront vraisemblablement naturellement. On a quand même une palette végétale sur laquelle ils s'appuient pour quels arbres planter. Forcément, on explique le principe et l'avantage des arbres à feuilles caduques, hein, qui créent de l'ombre et de la fraîcheur en été et laissent passer les rayons du soleil en hiver, quand une fois que les feuilles sont tombées. Donc ça, c'est des choses qui sont expliquées dans nos prescriptions. Mais voilà, on n'avait pas d'obligation de planter des arbres. Je sais pas, alors, William ou Romain, est-ce que vous voulez... Vas-y, Romain. Je reste dans le même thème. Est-ce que vous n'aviez pas du tout de coefficient d'imperméabilisation ou de coefficient de biotope préconisé dans votre cahier des charges? On n'avait pas. Donc, s'ils voulaient, ils pouvaient imperméabiliser complètement leur terrain? Non. Donc, comment vous avez maîtrisé ça? Alors, on a déjà une zone constructible qui est limitée, c'est ce qui est assuré en bleu sur ces parcelles. Et après, toutes les prescriptions que l'on a mis en place et tous les aménagements aussi réalisés par l'aménageur, nous on a dessiné avec le paysagiste, sont perméables. C'est-à-dire qu'on demande à ce que les terrasses soient obligatoirement perméables, les cheminements d'accès soient obligatoirement en revêtement perméable, les aires de stationnement que l'on le réalise. Ah oui, il y a une très belle photo là avec la voiture. Oui, voilà. Vous voyez la limite de propriété là, c'est la ligne de bordure en diagonale qui est plutôt vers le bas de l'image. Hein. Le reste, on est sur la parcelle privée. Donc on est venu réaliser ces aménagements-là avec du pavé béton ergoté. C'est-à-dire l'ergot permet une séparation de 3 cm entre chaque pavé qui est rempli après par un gravillon drainant qui permet l'infiltration des eaux pluviales. Voilà le type de revêtement que nous on met en place. On l'avait aussi mis sur l'espace public. Hein. William. Non mais du coup, merci pour ce retour déjà là-dessus. Moi je vais faire un autre focus, on va regarder plutôt l'approche mode constructif et pas que, j'ai envie de dire. Est-ce que l'aspect économique et l'empreinte carbone ont-ils fait également l'objet d'un comparatif? Donc, il y a différents modes constructifs, on est d'accord, pour atteindre le niveau passif. Mais du coup, ça fait l'objet d'un regard économique également carbone. On pense notamment à la RE2020 qui est actuelle sur les maisons individuelles. Donc, est-ce que cette approche-là déjà en amont avec est-ce que par exemple les maisons qui ont été construites là oui, en fonction respecteraient la RE2020 ou pas? C'est ta question? Au-delà de ça même, c'est-à-dire entre un mode constructif, vous avez évoqué 3-4 modes constructifs différents, parce que du coup il y a un comparatif qui est fait et un regard économique aussi pour qu'on puisse demain démultiplier aussi ce type de projet en diversifiant aussi les modes constructifs. C'est ça un peu l'approche. La question que vous posez, on se l'est également posée. Et donc, pour objectiver les choses, c'est ce que je vous présentais rapidement tout à l'heure, on a essayé d'analyser, nous, les constructions qui sont sorties de terre. Je disais, on a analysé les 24 premières maisons pour voir la part de biosourcés dans ces maisons, justement pour apprécier l'impact carbone des systèmes constructifs. Aujourd'hui, on a seulement fait un travail de diagnostic, d'analyse. On n'est pas allé plus loin dans les prescriptions.
Dans le cahier des prescriptions, dans les plaquettes de commercialisation, on sensibilise nos clients et les partenaires professionnels sur cette thématique-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas imposé un type de matériau, puisqu'aujourd'hui, l'objectif aussi de la Fleurier, encore une fois, c'est d'embarquer les gens, et c'est que finalement, les ambitions, elles soient portées par nos clients aussi. Et c'est vrai que on a essayé de rester, avec une approche un peu réaliste des choses, c'est-à-dire ne pas se perdre dans toutes nos ambitions. Donc on est resté sur le passif, l'énergie photovoltaïque, et puis on s'est appuyé sur cette tendance finalement qu'on a retrouvée grâce à notre analyse, avec une tendance à la part de biosourcés qui est de plus en plus importante dans l'opération. Donc voilà, aujourd'hui on a... C'est vrai que pour les prochaines opérations comme celle-ci, d'avoir le regard d'analyse du cycle de vie porté sur le mode constructif et l'ensemble, ramené à l'énergie et l'économie, permettra demain de réitérer et d'accompagner justement les constructeurs, mais également aussi... J'aimerais faire une question en complément. Est-ce que ça a été facile ou compliqué de trouver des opérateurs qui acceptent de construire des maisons individuelles avec les exigences que vous aviez? Et je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. C'est qu'à l'époque, je me souviens avoir reçu 2 coups de téléphone d'opérateurs me disant « Ils sont fous, il faut que tu leur dises qu'ils sont fous. Ce n'est pas possible de construire des maisons individuelles en passif avec ce qu'ils demandent, ils n'y arriveront pas. » Et vous y êtes arrivés. Alors je voulais savoir si c'était anecdotique, ces coups de fil, et j'ai pas répercuté les coups de fil à l'époque. Je pensais pas que vous étiez fou, mais eux ils le pensaient. Est-ce qu'au bout du compte ça a été compliqué? Est-ce qu'il a fallu faire un accompagnement des professionnels pour qu'ils puissent répondre, ou en définitive vous y êtes arrivé comme vous le faites d'habitude sur vos autres opérations? Alors oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que nos terrains sont vendus libres de constructeurs. Donc, vous souhaitez acheter un terrain, vous venez avec n'importe quel constructeur. Encore une fois, notre objectif, c'est d'embarquer les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous reçoit avec votre constructeur, ou le constructeur seul. Hugues Delplanque reçoit le constructeur. Et ce qui nous importe, nous, c'est d'apprécier dans un premier temps sa capacité à faire du passif. Est-ce que ce constructeur ou cet architecte, est-ce qu'il a conscience de la marche à enjamber pour passer d'un mode de construction traditionnel à un mode de construction passif? Donc ça, j'ai envie de dire, dans les 5 premières minutes, on arrive à voir si le professionnel... Et donc vraisemblablement, ceux qui m'avaient appelé, ils n'étaient pas dans la bonne case, là, déjà. Alors, donc déjà, ça en élimine une partie. Ensuite, il y a ceux qui se disent, oui, je me sens capable, soit parce qu'ils ont déjà des expériences, auquel cas on va plus vite avec eux, ou d'autres qui n'ont pas l'expérience, mais qui veulent justement investir dans cette gamme, en se disant que c'est l'avenir et que c'est le virage à prendre. Donc dans ces cas-là, l'entretien se poursuit, et on les invite ensuite à aller se faire former auprès de notre concepteur passif Tieco 2. Donc ils partent 3 jours en formation. Et là, on a un deuxième tri. C'est-à-dire que là encore, ceux qui font la formation, pareil, se rendent compte là... C'est une formation qu'ils payent eux-mêmes, c'est vous qui l'avez payée, comment ça se passe? Alors c'est eux qui la payent, donc c'est un investissement de leur poche. Voilà. Donc c'est vraiment un élément pour nous qui nous permet de tester leur motivation. Et c'est aussi de se dire, parce que je ne l'ai pas dit, mais l'objectif de la Fleurier, c'est de faire monter en compétence une filière économique. Et c'est pas que pour la Fleurier. L'objectif, c'est de faire de la maison passive à la Fleurier, mais surtout en dehors, et dans tout le département, et en dehors du département. Et je l'ai pas dit aussi, élément très important, l'opération de la Fleurier se fait sans participation financière des collectivités. Il n'y a pas de subvention. Non, il n'y a pas de subvention. Donc l'objectif, c'est de montrer qu'on peut y arriver, mais c'est difficile. Donc une fois que le professionnel a fait la formation, là, il décide de voir s'il continue ou pas l'aventure. Étape suivante, il doit réaliser une phase test. Donc quasiment un pré-permis. Donc sur le papier, de nous démontrer qu'il a la capacité à faire une maison passive, qui est ensuite analysée à la fois par notre architecte urbaniste, par le concepteur passif, par le service de Hugues Delplanque, pour voir si sa maison, sur le papier, ça fonctionne. Donc on a mis en place tous ces jalons. Un regard de jugement ou d'accompagnement? D'accompagnement, tout le temps. C'est-à-dire que vous pourriez modifier ça? Exactement. Il y a certains professionnels, on a travaillé pendant plus d'1 an avec eux, et là aujourd'hui, ils déposent leur premier permis de construire, donc c'est une vraie réussite pour nous. On n'est jamais dans le jugement, parce qu'on sait que c'est difficile, et notre objectif, encore une fois, c'est d'embarquer. Après, donc il y a ceux qui ont fait la phase test, qui ont fait la formation, qui ont trouvé un client, qui ont déposé une esquisse, et là, ça se complique. Et donc là, nous aussi, encore, on les reçoit, on les pour le coup, ça se passe un peu moins bien. Non, c'est pas vrai. On les convoque ici, puis on essaye de comprendre. Pourquoi est-ce que ça marche pas?
Sur le papier, après derrière, on a aussi en phase construction, notre concepteur passif, il suit les chantiers, il réalise les tests d'étanchéité à l'air, c'est lui qui certifie à la fin la construction, est-ce qu'elle est passive ou pas. Donc là aussi, on voit bien qu'on a des difficultés. La principale difficulté, c'est l'étanchéité à l'air. C'est la principale difficulté. Donc nous, encore une fois, on n'abandonne pas ni le client ni le professionnel, parce que l'objectif, c'est que le client ne soit pas déçu, et puis surtout que le professionnel, il réitère son expérience dans la Fleurier. Donc on essaie de trouver avec lui les mesures correctives à apporter dans les maisons. Voilà, mais c'est difficile. Et au final, Oui, justement, et alors, il y a des difficultés, et alors, du coup, le résultat, il est passif, finalement, on y est- est-ce que l'accompagnement a permis, justement, d'aboutir à ces résultats passifs on arrive au bon résultat, c'est ça? Ouais, c'est ça la question, mais c'est vrai, parce qu'il y a, voilà, il y a des difficultés, on comprend bien, hein, il y a la partie conception, puis il y a la réalité, c'est l'exécution, et l'exécution, c'est aussi une grande difficulté d'accompagnement, il faut que les constructeurs soient formés, et ainsi de suite. Et au-delà d'une formation, il faut que, généralement, voilà, un projet, deux projets, puis peut-être au bout du troisième projet, on sait faire. Quoi. Le premier projet, bon, voilà, on esquisse un peu les difficultés. Donc la réalité du terrain. Alors la réalité, c'est que donc là, on a quasiment une trentaine de maisons qui sont sorties de terre. Toutes ne sont pas terminées. Mais sur la moitié de ces 30 premières maisons, elles atteignent toutes le niveau passif. Donc ça, c'est une réussite pour nous. Après, on a quelques échecs, bien sûr. Et on a des maisons pour lesquelles il y a des mesures correctives qui restent à appliquer pour atteindre le niveau passif. Les maisons pour lesquelles on a des échecs, ça reste des maisons qui sont quand même très performantes, qui sont plus performantes qu'anciennement avec la réglementation RT 2012. Mais effectivement, on a des échecs. Et là, malheureusement, on devra, entre guillemets, s'en contenter parce qu'on sait bien que les mesures à apporter sont trop compliquées. Ce sont des échecs sur quel point? Est-ce que c'est sur l'étanchéité? Voilà, c'est ce que je disais par exemple, on a une maison qui a été faite par un constructeur de maisons individuelles qui était pourtant très embarqué dans la démarche. Une maison, le problème c'est l'installation d'un poêle. Le conduit du poêle, il y a un problème au niveau de son étanchéité à l'air. Pour réparer ce problème, entre guillemets, il faudrait reprendre tout le plafond de la maison. Les gens habitent dans la maison. C'est trop coûteux, c'est trop envahissant comme le jeu en vaut-il la chandelle, quoi, après. C'est ça. Le micro est off, donc je vais essayer de parler plus fort. Vous parliez de 3 maisons qui ont proposé le suivi des consommations. Est-ce que ces suivis sont effectifs et est-ce que ces consommations-là correspondent Alors, j'aurais aimé vous apporter les résultats et je les ai pas parce que c'est en cours de. Il faudra refaire un C positif. Ouais. D'accord. Une question, puis préparez aussi vos questions si vous en avez. Alors, c'est pas une question. On est, comme vous savez peut-être les uns les autres, dans nos missions CAE, on fait aussi du conseil particulier. Et on reçoit, donc notamment ici, tous les vendredis matins, des personnes qui viennent de Nantes ou d'ailleurs. Et nous avons reçu justement un particulier qui avait un projet à la Fleurier et avec des difficultés en termes justement de performance. Alors nous, on n'est pas au niveau de technique suffisant pour répondre sur les performances énergétiques, mais il nous a expliqué qu'il y avait un problème de triple vitrage exigé avec un séjour au nord, que c'était très difficile et il pensait qu'il y aurait une compensation entre la façade sud et la façade nord en termes de qualité de vitrage et il n'arrivait pas à Qu'est-ce qui trouver la était solution. difficile? J'ai pas compris ce qui était difficile pour lui. Dans son budget, le coût. oui, le coût, Pour par atteindre rapport au triple vitrage exigé, avec un séjour plein nord. Il sera très content avec le réchauffement climatique de son séjour. Oui, bien sûr, c'est certain. C'est pas moi qui l'ai reçu, mais c'est pour donner un exemple de personne qui s'est trouvée face à des difficultés comme celle-ci. C'est une difficulté qui est à mettre dans le contexte très actuel, parce que je vois très bien de qui vous parlez. C'est une difficulté aussi qui est liée à l'augmentation du coût des matériaux. La personne en question nous a dit en 6 mois, le coût de ses menuiseries a pris, je ne sais plus, quasiment 25 ou 30%, et la personne n'était plus en capacité de sortir son projet financièrement. Sauf qu'après, nous, on a décidé de ne pas revenir sur la menuiserie très performante qui est le triple vitrage, elle est indispensable pour nous pour la réalisation de maisons passives. Donc si on commence à dire à ce client, ok, pas de problème, mettez du double vitrage en façade nord, pour réduire nos coûts. C'est plus le même projet, puis du coup on tient plus nos ambitions. Donc voilà, on invite plutôt le client, alors peut-être c'est ce que vous avez fait, à revoir son projet, diminuer la surface du projet, peut-être ne pas faire de garage ou autre. Ouais. Une ou deux dernières questions. Je te vois sourire, Romain, j'ai l'impression que tu as... En fait, ce qui est intéressant dans cet exemple du triple vitrage, c'est que le Passive House oblige ce triple vitrage. Et aujourd'hui,
sachant que les données sont arrivées au fur et à mesure, notamment avec les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, on pourrait très bien demander une exigence de résultat en disant prouvez-nous que sur la durée de vie du bâtiment, les émissions de gaz à effet de serre liées à ce triple vitrage sont moins importantes que si vous mettez du double vitrage avec plus de pertes et derrière. D'où l'importance de la mesure carbone, parce qu'elle remet tout d'équerre. Voilà, pas une autre manière de percevoir une exigence de moyens. Ce sera le prochain quartier porté par Loire-Atlantique Développement. On n'aura pas une exigence passive, mais peut-être une exigence carbone. Et en fait, on reviendra à peu près au même, en fait, au bout du compte. Une autre question, je suis simplement étonné que toutes les maisons aient à peu près la même surface, 120 mètres carrés. Ça veut dire que ça correspond à un marché, à une typologie de famille ou de maître d'ouvrage. En termes, j'ai aussi, alors je me fais un peu l'avocat du diable, même je me dis si je préfère que le diable ne soit pas là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est un quartier qui va évoluer. Là, c'est récent, ça va évoluer, les arbres vont prendre leur, etc. Les maisons aussi vont évoluer, il va y avoir des agrandissements, des extensions. Comment c'est envisagé? On est sur des produits finis, là, un petit peu. Techniquement, on est sur des boîtes, des maisons finies. Comment ça va pouvoir évoluer? Je vais répondre juste sur la cible et puis je laisserai... Je pense que ça, c'est intéressant aussi d'avoir votre vision à vous. Juste sur la cible, effectivement, on est sur un budget moyen. Aujourd'hui, une maison passive à la Fleuriet, c'est 450 000 €, terrain plus maison. Donc on est sur un portefeuille, enfin on est sur la cible, c'est plutôt du ménage secondo accédant. On n'est pas sur du jeune ménage. Donc effectivement, on retrouve des maisons qui font 120 mètres carrés pour un couple avec 2 enfants. C'est à peu près ce qu'on qu'on retrouve le plus dans la Fleuriet. Et puis sur l'évolutivité des bâtiments, je vais laisser la parole à Sébastien. Oui, alors on a beaucoup de maisons avec 3 chambres, 3-4 chambres, des T5 aussi. C'est vrai que moi, dans la conception, dans la façon dont je vois les maisons, je les perçois comme des produits finis, dans lesquels l'extension n'est pas vraiment pensée. Alors, il y a beaucoup de volumes très compacts, hein. Quelques maisons avec des volumes qui ressortent, généralement un volume qui ressort. S'il y a d'autres volumes qui ressortent, ce sont des volumes secondaires, et là c'est un travail de l'architecte qui a intégré le cabanon de jardin, des choses comme ça. Mais vraiment des volumes compacts. On a beaucoup le garage qui ressort du volume habité, parce que le garage n'est pas isolé. Est-ce que plus tard il y aura des extensions? Est-ce que le garage se transformera en une pièce? Est-ce qu'on construira sur le garage? On peut forcément imaginer ça. Mais moi j'ai eu, alors souvent sur les autres axes sur lesquels j'ai chance de travailler, on voit que les gens se projettent peut-être plus dans des extensions. Là, j'ai vraiment eu une impression de produit fini. C'est vrai que, en plus, on a des parcelles qui sont quand même très contraintes. Il y en a beaucoup qui utilisent une grande partie de l'emprise constructible. Cette contrainte-là va évoluer, va disparaître normalement avec le temps, quand la ZAC n'existera plus. Donc après, ils seront liés au règlement du plume. Peut-être qu'ils agrandiront, mais ça pose, comme c'est des parcelles, en fait, c'est aussi des maisons très allongées. Pour venir chercher la lumière au milieu de la maison, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai plutôt vu des gens peut-être avec des maisons avec une chambre de plus que nécessaire. Oui, c'est plutôt ça la démarche. Ouais, plutôt d'anticipation. Donc on va essayer de regarder la vidéo, puisque vous nous avez incité à parler un peu de confort. Juste avant de projeter la vidéo, je ne sais plus lequel d'entre vous, mais je pense que c'était Romain, qui estimait avec les chiffres que vous avez donnés qu'on était par rapport à la RE 2020 sur le seuil de 2025-2028. Est-ce que non, là, c'est difficile. Alors, ou alors c'était une interrogation que vous aviez, je vous envoyais mes notes, vous demandiez si on pouvait... En fait, on se demandait si dans la phase suite, je crois qu'il y a une deuxième phase, c'est ça, après? Est-ce que la RE 2020 va être effective? Et si oui, est-ce que du coup, il y aura une anticipation des seuils de la RE 2020? Et surtout aussi, est-ce qu'il y avait eu des ACV déjà sur ces projets-là pour avoir, ne serait-ce que pour vous, un retour d'expérience, où vous vous situez par rapport à la RE 2020, parce que c'est quand même des bâtiments très performants. Justement en fonction aussi des modes constructifs, ça vous aurait permis d'avoir déjà quelques clés, je dirais, pour pouvoir après prescrire aux constructeurs et orienter peut-être des éléments, ou pas orienter justement, parce que du coup avec la diversité on n'a pas à peu près les mêmes seuils. Ça aurait été intéressant de pousser avec ce grand retour d'expérience, du coup on peut aller
pour réitérer, je dirais, la même opération en répondant aussi aux enjeux d'actualité, parce que demain, ça va être une des réponses apportées. Je peux répondre sur la partie énergie. La question, ça va être de savoir dans quelle mesure le passif anticipe la RE20, 25-30. Donc si elle anticipe de 5 à 10 ans, ça veut dire qu'on sera déjà en avance, donc on ne va certainement pas renforcer cette exigence. Par contre, c'est au travers d'une analyse paramétrique qu'on est en train de faire en interne d'ailleurs, sur l'évaluation RE 2020 et de ce qui est en train de sortir, on va adapter le niveau carbone de l'événement à venir. Et mettant en regard la question prix et la question des systèmes constructifs qui ont été effectivement recensés au travers des 30 premiers exemples, qui pour nous constituent déjà un échantillonnage relativement représentatif au premier ordre. Dès lors qu'on a 20 à 30 maisons, on arrive à en déduire une première tendance. Sachant qu'il y a plusieurs seuils sur la RE 2020, voilà, il y a l'impact construction, lycée construction, l'impact lié à l'énergie, l'exploitation, donc clairement lycée énergie, là vous répondez pleinement aux enjeux, parce que là vous êtes passif, donc vous réduisez vos besoins, en plus vous produisez l'énergie, vous êtes autosuffisant, donc là clairement sur cet aspect-là, on a l'exemple, je dirais, idéal pour répondre à cette problématique-là. Et l'enjeu aussi de l'énergie répond à l'aspect carbone. Après sur lycée construction, on est plutôt lié au choix des matériaux. On a quand même un travail de réflexion sur la compacité, on n'en a pas forcément parlé, mais pour être passif, il faut être aussi compact, on a quand même un travail là-dessus, qui participe aussi à la réduction carbone. Au-delà de ça, il y a différents modes constructifs. C'est peut-être pour ça que j'avais noté que vraisemblablement on n'était quand même pas très loin des voilà, futurs seuils. En tant que concepteur, voilà, on a déjà notre pensée qu'on ne répond pas pleinement à l'RE 2020, mais jusqu'à quel stade en fait? Pour accompagner, parce qu'on est bien sur l'accompagnement, et l'idée aussi, vous avez dit, c'est peut-être réitérer cet exercice-là, pas que ici dans le département, mais ailleurs, dans d'autres départements. Quoi. Et la balance économique. Donc, est-ce qu'on est capable demain de faire de la performance dans un budget maîtrisé, voilà, tout en maîtrisant l'environnement et ainsi de suite. C'est un peu les réponses que tout le monde souhaite. Un mot de la fin ou avant d'écouter les habitants? Moi, j'aurais dit que pour l'instant, c'est pas un sujet, en fait, la RE 2020 sur la conception de maison. On est d'accord. Et la seule chose qu'ils font, en fait, par exemple, sur les maisons Saturbois, ça va être remplacer la laine de roche par la fibre de bois. Demain, il y a des seuils qui seront condamnés. Ça, c'est pour démarrer, c'est gentil au début. Voilà, il y a le démarrage, il y a le après, donc voilà. Ça va pas durer. C'est tout aussi ce timing de préparation. On laisse du temps de timing de préparation, d'évaluation aussi, de la CE pour voir où on se situe, puis après on dégrade, enfin on descend un peu, on améliore un peu, et ainsi de suite. Et donc n'oublions pas l'humain et la qualité de vie. Et la qualité de vie, donc on va aller écouter les habitants. Et juste après, on fera la pause. Le son. Je regarde du son. Sinon, s'il parle en silence, ça ne va pas le faire. D'habitude, ça marche. Hein. C'est comme ça qu'on dit à la télé quand ça ne marche pas. En attendant qu'ils sont peut-être, Jean-Pascal. je pense par rapport à cette question d'anticipation, et le témoignage servira aussi, sont invités aussi à regarder après en replay aussi tous les services des communes, actionnaires aussi de là et en général. C'est aussi l'idée de, pas parce qu'on a atteint l'objectif, mais aussi de continuer à progresser et que c'est possible. Hein, pour pas qu'il y ait trop de gens encore qui appellent Pierre-Yves pour lui dire ils sont... Non mais voilà, l'agence des transitions, ça veut dire en aussi d'accompagner, évidemment, pour le fait de dire aux collectivités, aux services, qu'il est possible, merci à notre métropole, qui nous avons accompagnés là-dessus, et la commune, le Carquefou, voilà, on peut continuer à être exemplaire là-dessus. Dans des phases de changement, il y a forcément des gens qui dans un premier temps, ne voient pas que c'est faisable, mais vous avez la démonstration que c'est faisable. Et en plus, ils sont contents. C'est un zoo. Désolée. Du coup, j'ai peut-être une question complémentaire en attendant. Je crois qu'on va pas voir la vidéo, on va voir la question. Est-ce qu'il y a eu des partenariats avec le milieu bancaire? Parce que on pose cette question de ok, à la construction, le projet est un peu plus cher, mais on récupère ensuite à l'exploitation.
sauf que pour celui qui investit et qui doit négocier avec son banquier, le banquier ne prend pas en compte la vie du bâtiment qui coûtera moins cher. Et du coup, ça c'est une question que les usagers nous posent beaucoup. Donc moi je représente l'État, je suis Céline Lemasson de Réal, et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose. Au niveau national, on y pense aussi. Mais est-ce que, en tant qu'aménageur, vous avez aussi développé des partenariats avec les acteurs bancaires du territoire pour leur expliquer votre projet et ce que c'est justement une maison passive et comment est-ce que ça impacte différemment le budget de leurs clients? Qu'est-ce qui répond? Il y a plusieurs choses là-dessus. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a raisonné au niveau du budget du client en coût global, terrain plus maison. Donc ça veut dire que les terrains sont vendus moins cher que le marché carquefolien. Donc ça veut dire que déjà en coût global d'investissement, le supplément de coût que représente la construction passive et positive est largement compensé par la diminution du coût de terrain qu'on exerce par rapport à un projet standard qui aurait été fait sans citer de confrères. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on maîtrise le coût d'investissement au départ. Ensuite, en collaboration avec la métropole, qui nous a effectivement incité à faire ce travail, on a fait visiter l'opération à de nombreux banquiers pour leur expliquer qu'effectivement, notamment sur la question de l'accession abordable, c'est-à-dire du déplafonnement possible du prix de vente des logements abordables, parce que là, effectivement, ce sont des prix qui sont maîtrisés par la métropole, dans quelle mesure la diminution de charge de chacun de ces logements, normalement, de par ce qu'ils produisent, auront la chance d'avoir des charges énergétiques nulles. On aimerait tous, je pense, ici dans cette salle, avoir des charges énergétiques nulles dans sa maison. De ça, effectivement, engage effectivement un moindre coût énergie. Et donc, effectivement, de notre point de vue, en raisonnement strictement économique, démonstration à l'appui, puisqu'on a fait une auto-évaluation économique très fine, compris amortissement en interne avec la direction d'investissement ici en interne, pour montrer qu'effectivement, on pouvait potentiellement, à endettement égal, déplafonner le coût des logements à accession abordable. Après, la décision est effectivement d'abord à prendre ou à expérimenter au niveau du concédant. Donc quand je dis ça, je ne refile pas du tout la patate chaude, c'est que la démonstration elle est faite, mais qu'effectivement il faut pouvoir entre ce que représente le produit d'accession abordable et l'écoute qu'on peut avoir des milieux bancaires, avoir suffisamment d'écoute et effectivement de confiance. D'où l'importance de la question de Romain sur l'effectivité effectivement du fait qu'on paye zéro charge. Il faut pouvoir le montrer. Tant qu'on ne vous dit pas qu'on paye zéro charge, de toute façon, ce sera très difficile de prendre cette décision. Mais si l'évaluation qu'on fait, qui va jusqu'au bout, démontre qu'effectivement il y a zéro charge pour la plupart des personnes, c'est assez mécanique, 5 kW/crête, on sait ce que ça fait économiser comme euro à l'année, c'est très mécanique, c'est encore plus mécanique que le passif. Eh bien, effectivement, je pense qu'il faudra qu'on repasse une couche auprès de ces établissements bancaires et de la métropole pour bien expliquer que c'est le cas ou non, hein, et à quel pourcentage près, de façon à ce qu'effectivement répondre à votre question et qu'effectivement la banque puisse effectivement prendre en compte cette question. Donc on l'a effectivement bien en tête, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'évaluation pour pouvoir la porter plus haut. Voilà. Parce que le partenariat qu'on a avec une banque Crédit Agricole qui nous a accompagné et qui a fait des prêts avec un taux bonifié. Bonifié, oui. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on a déjà quelques pistes et quelques établissements bancaires qui sont prêts à nous suivre. Mais c'est vrai qu'on l'aura d'autant plus et on le généralisera d'autant plus qu'effectivement on ira jusqu'au bout de l'évaluation. Donc on ira jusqu'au bout de cette évaluation. Alors, ce que je vous propose, c'est parce que le temps de pause est important pour que vous puissiez échanger entre vous, et on regardera la petite vidéo à la fin, à midi, quand on aura terminé le deuxième sujet. Allez, je vous propose de faire la pause maintenant.